bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau du 7 Info spécial. Quand même, nous sommes le dimanche 22 novembre 2020, jour de vote au Burkina Faso, élection couplée législative et présidentielle. C'est un avant-goût de la grande nuit électorale qui s'annonce sous le coup de 21h. Bonsoir encore une fois de plus, bienvenue à tous. Je suis avec mon consultant Siaka Koulibaly. C'est donc le jour J, le jour tant attendu par les Burkinabés et par les 13 candidats en lice pour le palais présidentiel de Kosiam, mais aussi pour les candidats qui veulent aller à l'Assemblée nationale. Jour de vote donc, on commence par le vote du président Roch Marc Christian Kaboré, candidat à sa propre succession. École Patte-d'Oie A, bureau de vote numéro 1. C'est ici que le candidat Roch Marc Christian Kaboré doit voter. Après vérification de ses documents de votation, gel hydroalcoolique pour le candidat avant qu'il n'entre dans l'isoloir. Après s'être retranché dans l'isoloir où il a effectué son choix, le président sortant peut sereinement se diriger vers l'urne pour y glisser son bulletin. Que je suis venu poser un acte patriotique, un acte citoyen, qui est celui de voter. Et j'appelle donc tous les Burkinabés, quelle que soit leur tendance, à ne pas faire preuve de paresse, parce qu'il s'agit de la démocratie du Burkina Faso. Il s'agit du développement du Burkina Faso. Et il s'agit également de la paix dans notre pays. Donc il est important que chaque Burkinabé aille voter et choisir celui qui dirige le pays demain. C'est tout ce qu'on demande. Comme Roch Marc Christian Kaboré, de nombreux électeurs inscrits dans ce centre se sont rendus dans les bureaux de vote pour élire celui qui dirigera le pays pour les 5 prochaines années. Concernant les soupçons de fraude évoqués par l'opposition politique, Roch Marc Christian Kaboré dit ne pas vouloir entrer dans la polémique et se prononcera au moment opportun. Le président sortant a donc voté. Son challenger, le chef de file de l'opposition politique, également candidat de l'Union pour le progrès et le changement UPC, Zéphirin Diabré, a également voté. En compagnie de son épouse, c'est à 10 h que Zéphirin Diabré, candidat à la présidentielle, se présente au centre de vote de l'école franco-arabe de Zogna. Devant un parterre de journalistes, il accomplit son acte civique avant de lancer un appel à la population pour une participation massive. C'est d'abord l'occasion pour moi d'interpeller et d'appeler tous les Burkinabés de tous les quatre coins de notre pays là à sortir massivement pour se rendre dans les bureaux de vote et exprimer leur choix. Quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur orientation politique, il faut qu'ils sortent là-bas pour dire ce qu'ils pensent en termes de parti et ce qu'ils veulent en termes de candidat à l'élection présidentielle. Deuxièmement, je les informe que le dépouillement des scrutins dans les bureaux de vote est ouvert à tous les Burkinabés. C'est la loi qui leur donne cette possibilité. Aucun président du bureau de vote ne peut vous interdire de venir assister à un dépouillement de vote dans un bureau de vote. Donc il faut que les citoyens aillent ce soir à partir de 18 h devant les bureaux de vote là pour être témoins du comptage des résultats. Zéphirin Diabré endosse également son rôle de chef de file de l'opposition politique pour inviter la CENI à clarifier les changements de cartographie électorale observés dans certaines zones. Ça pose un problème d'équité des électeurs par rapport à ces élections. Nous voulons des explications claires et nettes sur les raisons pour lesquelles des bureaux de vote sont supprimés à la dernière minute et d'autres rajoutés. Et quand nous regardons de très près, nous constatons que les bureaux de vote où on dit de ne pas voter là, c'est souvent des bureaux où l'opposition est forte. C'est le cas par exemple de Liptougou, dans la province de la Nyanya. Vous voyez? Donc je parlais de Loudala pour Gorom. Ça pose un problème qui risque d'entacher le sérieux et la sincérité des résultats. Depuis le début de la campagne électorale, les candidats de l'opposition n'ont cessé de dénoncer des tentatives de fraude organisées par le parti au pouvoir. Edi Komboigo du CDP, le Congrès pour la démocratie et le pouvoir, l'ex-parti au pouvoir donc, a également voté, lui qui espère reconquérir le palais de Kosiam. Le président du CDP a d'abord accompagné son épouse à son bureau de vote à quelques centaines de mètres de leur domicile. Arrivé, le couple Komboigo fait le rang comme les autres électeurs.
Un comportement d'humilité, mais loin d'influencer le choix de leur voisine immédiate. S'il vient, il est un citoyen comme tout le monde, il doit s'aligner. Donc je suis contente. Je rentre, la personne idéale, je vais voter. C'est pas parce qu'il est là que je vais dire devant lui que je vais le voter. Non. Je connais la personne que je vais voter, voilà, c'est tout. Le devoir civique de son épouse accompli, le candidat du CDP à la présidentielle se rendra dans le centre de vote mitoyen pour s'acquitter du même devoir. Là, il bénéficiera de l'indulgence des électeurs. Edi Kombouiro se réjouit de pouvoir participer à ce scrutin. Malheureusement, en 2015, par une loi scélérate, le CDP avait été exclu présidentielle et nombre de nos militants ont été exclus aux législatives. Cela ne nous a pas empêché de faire 18 députés, une trentaine de mairies. Aujourd'hui, le CDP s'est restructuré, a tiré une leçon et est venu accomplir, voter. Et nous sommes convaincus que nous allons gagner ces élections parce que le peuple a eu maintenant de faire le temps de faire le bilan entre la gestion sous le CDP d'antan et la gouvernance actuelle, dont on juge le bilan très négatif. Le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès invite également la classe politique à éviter de poser des actes qui risquent de donner une autre tournure au scrutin. S'ils savent qu'ils ne sont pas le choix de la population, qu'ils n'insistent pas, parce que c'est quand même 5 ans de gouvernance douloureuse. Le peuple burkinabé a tellement souffert que le peuple burkinabé aspire au changement. Il faut lui donner ce changement. Si on n'est pas président, ce n'est pas la fin du monde. Si on n'est pas député, ce n'est pas la fin du monde. De toutes les façons, le soleil se lèvera à l'est et se couchera à l'ouest. Ce qui est important, c'est le bien-être des Burkinabés. C'est l'intérêt supérieur de la nation et non l'égoïsme des uns et des autres. Et c'est pourquoi nous voulons donner l'exemple. Et nous allons revenir donner l'exemple. Exclu en 2015, c'est le premier scrutin présidentiel auquel participe l'ancien parti au pouvoir après Blaise Compaoré. Personnalités du monde des affaires et de la justice, ils ont également accompli ce geste citoyen ce matin. J'ai trouvé que le déroulement était assez simplifié et qu'il y avait suffisamment de bureaux de vote parce que j'ai accompagné d'abord mon épouse au centre des sports et elle a pu voter tranquillement sans qu'il n'y ait trop de bousculades. Je me dis que c'est dû à la multitude des bureaux. Et moi-même, j'ai eu un peu du mal à retrouver mon bureau parce que j'étais inscrit au Comet. Je suis allé ce matin, comme vous avez pu constater. Je n'ai pas trouvé mon nom, je me suis renseigné fort heureusement. J'étais donc inscrit au secteur 55, comme je suis de Ouaga 2000, et j'ai fini par retrouver mon bureau de vote où j'ai effectué très simplement donc, le vote, exercer mon droit donc, de vote, comme tout simplement un citoyen. Très important, je crois que nous sommes à l'heure du choix des plus hauts responsables qui vont diriger notre pays pendant 5 ans, que ce soit sur le plan de l'exécutif, que sur le plan donc, du législatif. Et c'est pourquoi donc c'était important que je puisse exprimer mon choix en toute liberté et transparence, et c'est ce que j'ai pu faire cet après-midi. C'est un moment important dans la vie des nations que de pouvoir effectuer le vote. Ce sont les luttes émancipatrices de nos aïeux, de nos grands-parents qui ont permis d'arracher ce droit de vote. Et je remercie le Tout-Puissant d'avoir permis à notre pays de faire ces élections dans la paix. Le Burkina a offert une campagne sérieuse où des choix, des projets de société ont été discutés sur la sécurité,
ce qu'il faut faire, s'il faut discuter, négocier ou pas. Et je crois que pour moi, comme pour beaucoup d'autres citoyens, ce sont ces questions qui sont déterminantes pour le choix. Et je crois que le meilleur choix va gagner pour pouvoir donner à notre pays plus de sécurité, plus d'emplois pour les jeunes et surtout plus de participation des femmes au travail et à toutes les activités socio-économiques et politiques. Chaka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. On vient de suivre là donc l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina, Maître Mamadou Traoré, mais également l'homme d'affaires Lassine Diawara, qui a eu du mal à retrouver effectivement son lieu de vote. D'abord au Comet où il est inscrit, malheureusement il arrive, on n'arrive pas à retrouver son nom. Il a fallu donc chercher partout pour se retrouver quelque part en zone non lotie finalement pour pouvoir voter. Ce sont des situations qui se sont présentées à pas mal d'électeurs aujourd'hui. Il faut reconnaître que ce qui est arrivé au doyen Lassine Diawara, beaucoup d'électeurs ont connu ces situations-là également. Et on ne sait pas trop pour quelles raisons il y a eu ces disparités dans les listes électorales. Et surtout que cette fois-ci, une particularité, c'était que les listes n'étaient pas affichées devant les bureaux de vote. Ce qui est une prescription du code électoral. Ça signifie que quand quelqu'un vient, il peut vérifier si son nom figure. Et s'il ne figure pas, il peut aller rechercher. Il se trouve qu'on laisse les gens s'aligner. Et il y a des bureaux de vote qui avaient beaucoup d'électeurs. Ils s'alignent pendant 1 heure ou 2. Ils rentrent, ils trouvent qu'il n'y a pas son nom n'est pas dans ces bureaux-là. Et il est obligé d'aller chercher. Du coup, ça a été un vrai parcours de combattant pour beaucoup d'électeurs. D'où ces sentiments un peu de frustration de la part de plusieurs électeurs, en plus d'autres types de dysfonctionnements que ces élections ont connus. D'accord. D'autres types de dysfonctionnements, justement. Alors, suivons ce vote donc, de citoyens lambda. Ils ont rencontré aussi quelques couacs. Il fait la queue ce dimanche, comme environ 500 autres personnes, devant les bureaux de vote de cet établissement scolaire. Mais voilà déjà 3 heures que Benjamin Tapsoba essaie de voter. Je suis là depuis 8 heures. Actuellement, il est 11 heures et je n'ai pas encore pu voter, alors que j'ai des courses à faire. Mais comme ma voix compte, je vais m'impatienter jusqu'à accomplir mon devoir civique. Benjamin Tapsoba fait partie des quelques 6 500 000 électeurs burkinabés et binationaux appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. Dans de nombreux bureaux de vote, comme ici à Tampoui, tout semble parfait pour l'instant. Le scrutin suit son parcours normal. Bon, tout ça va bien. Ça se passe bien. Les gens viennent un peu de temps en temps. Bon, nous aussi, on est là, on les attend seulement. Mathieu Congo est venu voter pour un meilleur cadre de vie. Cela fait 25 ans qu'il habite le quartier non loti de Zongo, sans eau ni de voirie. Nous souhaitons que le nouveau président songe à borner notre quartier, car ici, nous souffrons beaucoup. Même pour sortir de chez moi, c'est tout un problème à cause du manque de voirie. Au groupe scolaire Les Lauréats de Ouaga 2000, les votants souhaitent que le nouveau président soit un homme capable de relever le défi sécuritaire. J'espère qu'à l'issue de ce scrutin, nous allons avoir des gouvernants qui seront à la hauteur des défis, combien nombreux pour le pays, notamment sécuritaire. C'est surtout l'essentiel. Ce que j'ai comme message, c'est d'inviter tout un chacun à accomplir ce devoir civique qui est très important, qui va permettre de choisir, en tout cas les personnes qui vont nous représenter à l'Assemblée et le président du FASO. Pour ce scrutin, 22 communes n'ont pas pu être couvertes pour des raisons de sécurité, selon la CENI. Par contre, les Burkinabés de l'étranger pourront participer cette année au choix de leur président. Une première dans l'histoire électorale du pays des hommes intègres. Des difficultés, en tout cas, il y en a eu aujourd'hui, des bureaux de vote ouverts juste dans l'après-midi, par exemple, à Wemtenga, d'où la colère des votants. De combien de candidats sur les listes et puis on vient nous dire que ça à l'heure là on va ouvrir les bureaux de vote, ce n'est pas normal. On dit non, de 6h à 16h45, c'est pas normal. On ne veut plus ça, plus
environ de 16 heures que le bureau de vote n'avait toujours pas de kit, n'avait pas le matériel pour voter. Les électeurs sont restés de 6 heures à 16 heures, d'autres sont partis, sont revenus. Il a fallu que je donne l'alerte et je lève le ton pour que la CENI puisse déployer le matériel à 16h35. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore, le premier n'est pas encore rentré. Il est 17h-5. Avec un bureau de vote d'environ 409 personnes, tout le monde doit voter. Tout le monde doit voter. Ici, c'est l'arrondissement 5. Je rappelle que c'est l'arrondissement du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. C'est l'arrondissement du président du CDP, Nikombo Igo. Ce qui se passe ici se passe ailleurs. Et c'est ce que nous dénonçons. Il faudrait que le matériel arrive à temps pour que les gens puissent s'exprimer. Nous voulons la sincérité des urnes, la vérité des urnes. Idrissa, je suis le directeur de campagne MPP arrondissement 5. Moi, ce que j'ai à dire, la situation qui est ici, depuis matin, le bureau numéro 8 de l'école OMTenga avait des difficultés. Nous-mêmes, nous avons essayé de tenter à joindre la CENI pour que puisse régler le problème. Mais à notre surprise, c'est Edi Kombero, le candidat des CDP, qui part amener les urnes avec la CENI. Donc pour moi, c'est la complicité à leur niveau. S'il n'y a pas de complicité à leur niveau, je ne peux pas comprendre que c'est Edi Kombero, le candidat lui-même, qui peut amener les urnes. Il accuse le MPP que c'est le MPP d'avoir essayé de frauder. Quelqu'un, un candidat, n'a pas le droit de toucher les urnes. Des bureaux du vote qui s'ouvrent à 16h, Siaka Koulibaly. Nous sommes à presque 2 heures de la clôture. Oui, et ce n'est pas le seul cas. Je sais qu'il y en a eu beaucoup sur l'étendue du territoire. Et au vu même des certains communiqués de la CENI signés du président, il y a des zones officiellement qui ont annoncé qu'il y aurait des retards d'ouverture de ces bureaux. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de faire le point un peu des dysfonctionnements de ces élections. On se demande bien comment, après 5 ans de préparation, la CENI en est arrivée à une organisation aussi, je ne voudrais pas utiliser des mots durs, mais quand même assez légère hein, comme organisation. Il y a plein de situations. Il y a beaucoup de bureaux, par exemple, qui n'ont pas de PV, de bulletins de PV pour remplir les résultats. Or, on sait très bien que lorsque un bureau de vote n'a pas de procès verbal, ce bureau de vote est purement et simplement annulé. Ce qui peut renforcer les soupçons de manipulation et de fraude visant notamment à extraire certains votes des résultats dans les zones où certains ne seraient pas favoris. Donc, on parle des faits avant donc d'interpréter. Quand on parle donc du bureau où Edi Kombero serait allé pour donner de la voix, c'est quand même assez regrettable que jusqu'à 16h, il n'y ait pas eu ouverture du bureau de vote. Donc, c'est là le point principal qu'on retient et non pas le reste. À partir de ces moments, on est bien obligé de constater que ces élections ont vraiment été difficiles en organisation. Difficiles en organisation, en tout cas, et les cas sont légion. À présent, la conférence de presse de la Commission électorale nationale indépendante à la mi-journée, Newton Ahmed Bari et ses collaborateurs ont tenté d'apporter quelques explications sur le processus de vote. Dans la grande majorité des cas, les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 6 heures. Et dans l'ensemble, le vote continue de se dérouler plutôt bien. Même dans les régions que nous craignions, qui étaient donc les régions du Sahel et les régions de l'Est, la situation du vote est plutôt satisfaisante. L'engouement est là, et puis, bon, du point de vue de l'organisation du processus électoral, les bureaux eux-mêmes ont pu ouvrir dans des endroits où on avait suffisamment de craintes quand même.
Si je devrais vous donner des chiffres, surtout en parlant des régions sur lesquelles nous avions des appréhensions, par exemple, dans la province du Gourmand, 365 bureaux de vote ont ouvert sur les 510, ce qui est déjà quelque chose d'extrêmement important pour ceux qui savent l'évolution de la situation. Dans la Nyanya, il y a 436 bureaux de vote qui ont ouvert sur 528, ce qui est donc évidemment une situation tellement importante. Par contre, dans le Sahel, les chiffres, évidemment, quand on vous les donne de façon globale, peuvent paraître disparates, mais il faut ramener ça à la situation du Sahel lui-même. Par exemple, quand vous prenez Djibo, en temps normal, la commune de Djibo a près de 83 bureaux de vote, c'est-à-dire la commune elle-même et puis les villages environnants. On a pu ouvrir 7 fois qu'à l'intérieur de la ville, mais on a pu ouvrir 38 bureaux de vote. Beaucoup plus que là où on avait enrôlé, parce que vous savez, pendant l'enrôlement, on n'avait pas pu couvrir tout cet espace-là. Idem pour Arbinda, qui est aujourd'hui, comme vous savez, dans une totale situation d'enclave. En temps normal, nous avons à peu près 100 bureaux de vote, Arbinda commune et Arbinda village. Nous avons pu ouvrir donc 25 de ces bureaux de vote, donc soit le quart. Je voudrais à ce niveau-là féliciter l'ensemble du personnel électoral, féliciter les forces de défense et de sécurité parce que depuis ce matin, comme vous avez pu vous rendre compte, les choses se déroulent sur l'ensemble du territoire de façon plutôt satisfaisante, aussi bien du point de vue du déroulement du processus que du point de vue de la sécurisation. Donc je voudrais à ce niveau-là saluer vraiment l'engagement des forces de défense et de sécurité, saluer le travail colossal qui est fait donc par le comité technique de sécurisation sous l'égide du chef d'état-major général de l'armée. Maintenant, quelles sont les difficultés que nous avons à ce niveau-là? Il faut donc relever évidemment un certain nombre de difficultés majeures. Il y a d'abord que dans certaines localités, des bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir. C'est le cas par exemple à Tinakov, et c'est le cas aussi à Bartiebougou, dans la Komandjari, où aucun bureau n'a pu ouvrir. Les raisons sont essentiellement sécuritaires, et puis aussi bon, l'impossibilité de trouver quelqu'un pour tenir un bureau de vote dans ces zones-là. Quand l'armée, même quand elle sécurise, nous n'avons pas le personnel qui veut bien y aller. Donc évidemment, on ne pouvait pas y ouvrir de bureau de vote. Dans d'autres cas, les bureaux de vote ont ouvert avec un retard, parfois léger, parfois relativement léger. C'est le cas par exemple à Solenzo, c'est le cas aussi à Yalgo, mais que, en raison des difficultés matérielles, nous avons, en tout cas logistique, d'organisation et logistique, mais que nous avons pu résorber. Et il y a des situations que nous continuons de résorber. Maintenant, quant à l'affluence, je pense que relativement, elle est satisfaisante au niveau des bureaux de vote. Vous avez, en tant que journaliste, vous avez fait le tour de ce que nous avons vu depuis ce matin et des informations qui nous remontent. La situation est plutôt relativement, je veux dire, intéressante du point de vue de l'affluence.
il y a là où les bureaux de vote connaissent un certain nombre de difficultés, parce que du point de vue logistique, il y a du matériel qui parfois manque, ou à des endroits aussi où on n'est pas loin de la rupture. Mais depuis ce matin, nous avons mobilisé l'ensemble des moyens, aussi bien en termes de voitures qu'en termes de vecteurs aériens. Nous avons donc depuis ce matin à notre disposition 3 vecteurs aériens qui nous permettent d'acheminer le matériel manquant sur tous les recoins du pays. Actuellement que je vous parle, 3 vecteurs aériens sont dans les airs pour repartir à Bobo-Dioulasso, où, curieusement, malgré nos efforts, les bulletins manquent, en train d'aller à Banfora, en train d'aller dans le centre-est, sur les 3 provinces, Boulgou, Koulpelgo, et puis, aidez-moi encore avec la 3e province de centre-est, Kouritenga. Saka Coulibaly, voilà la réalité aujourd'hui. Le code électoral modifié a pensé pouvoir régler le problème lié à la situation sécuritaire, les zones en proie à l'insécurité, mais finalement on constate que malgré tout, le problème persiste. Il y a par exemple ce communiqué du cadre provincial de concertation des partis politiques affiliés au CEFOP, par exemple, qui dit que la CECI, la Commission électorale communale indépendante donc, de Gorom-Gorom, suite à nos interpellations, avait annoncé le jeudi dernier que l'ensemble des 141 bureaux de vote seraient ouverts aux citoyens. Le vendredi 20 novembre 2020, la CECI a publié une liste des villages où l'enrôlement des électeurs a eu lieu. Mais le samedi 21 novembre 2020, par exemple, des villages initialement non concernés ont été ajoutés à la liste sans aucune explication. Ces villages en question sont entre autres Korozena, Doumam, Debere Doumam, Ouro Esso et Touro, qui sont exclusivement les bastions, selon eux, du candidat MPP, du maire MPP de Gorom-Gorom. Cette manière spectaculaire, selon eux, que troublante, a suscité de vives réactions aussi bien au sein de l'opposition que de la majorité. Pourquoi ? Parce que selon donc, ce cadre provincial de concertation des partis politiques affiliés au CEFOP, pour raison d'insécurité, la CENI n'a pas fait d'enrôlement dans ces villages. En effet, Korezena a subi plusieurs attaques terroristes et les habitants de ce village, par exemple, s'étaient réfugiés à Essakan pendant donc, des mois. Alors, voilà une situation des villages où il n'y a pas eu d'enrôlement, mais la CENI aurait décidé donc qu'il y aurait vote dans ces localités. Voilà des situations qui se présentent et qui semblent incompréhensibles, en tout cas aux yeux de certains candidats de l'opposition. Oui, tout à fait. Bon, on est bien obligé actuellement de considérer qu'il y a eu pas mal de dysfonctionnements. Ce dont vous parlez tout à l'heure fait partie aussi de ces situations. Le président de la CENI essaye bien de relativiser les limites de son organisation, mais il faut bien considérer qu'il y a quand même eu pas mal de difficultés. Je me demande comment, dans une zone où il n'y a pas eu d'enrôlement, on peut procéder. Ça veut dire qu'on va peut-être utiliser des listes de 2015, et en ce moment, on devrait avoir de l'enrôlement pour toute la commune ou pour toute la province. Donc, il est possible, effectivement, de... Mais ce qui est fondamental à ce niveau, c'est le fait qu'on n'ait pas eu une liste définitive des bureaux de vote et qu'au gré donc des situations, la CENI ait décidé d'ouvrir certains bureaux alors qu'ils avaient été placés sur des listes des bureaux qu'on ne pourrait pas ouvrir et d'autres, par contre, où on devait ouvrir, c'était officiel, finalement n'ont pas pu être ouverts. D'accord. Alors, nous avons en ligne d'Abidjan notre confrère Thié Traoré. Thié Traoré, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous suivez pour nous le vote de la diaspora au niveau de la Côte d'Ivoire. Quelques éléments d'information déjà au niveau du dépouillement? Ok, au niveau du dépouillement, je suis dans le bureau de vote numéro 1, où le dépouillement a pris fin. Sur 263 inscrits, il y a eu 205 votants. Sur les 205 votants ont obtenu le candidat Tessouma 0 voix.
Camboego Constance Hyacinthe, 54 voix. Farama Segui Ambroise, 1 voix. Ouedraogo Ablacé, 3 voix. Ouedraogo Kadri Désiré, 11 voix. Yacouba Isaac Zida, 2 voix. Diabré Zéphirin de l'UPC, 73 voix. Ouedraogo Gilbert Noël de Bonne-Espérance, 9 voix. Kabore Roch Mat Christian, 48 voix. Soma Aboulaye, 1 voix. Kam Yeli Monique, 0 voix. Bari Taïrou, 2 voix. Et enfin, Tansé Debo Claude Hermé, 0 voix. Ce qui fait un total de suffrages de 204. Donc, dans le bureau de vote numéro 1, voici les chiffres qui viennent d'être publiés. D'accord. En attendant, donc, le dépouillement se poursuit pour les autres bureaux de vote, c'est bien ça? Oui, je rappelle qu'ici, vous avez 12 bureaux de vote. 12 bureaux de vote. On attendra donc de voir. Merci Thié Traoré. On vous retrouvera tout à l'heure lors de la nuit électorale pour avoir les derniers développements de la situation de dépouillement du côté de la Côte d'Ivoire où, en tout cas, il y a une forte majorité de Burkinabés inscrits sur les listes électorales au niveau de la diaspora. Merci encore Thié Traoré. Voilà, Siaka Koulibaly, on voit déjà, c'est juste un bureau de vote sur 12 au total sur la Côte d'Ivoire, au niveau d'Abidjan donc. Et là, le CDP 54 voix, l'UPC 73 voix, le MPP 48 voix. C'est une petite tendance déjà pour ce qui est de ce bureau de vote au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait, parce qu'on ne peut pas tellement se baser sur ces chiffres pour tirer des conclusions. Un bureau de vote sur 12, c'est quand même que le début. Mais ça peut donner une idée peut-être de ce qui a été les intentions des votants à ce niveau-là. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même plusieurs... je crois qu'il y a trois principales zones où on organise les élections. Donc il faut quand même attendre un peu plus loin dans la nuit pour disposer des résultats un peu plus conformes à ce qui seraient les résultats finaux. Voilà. Alors, on revient justement à toutes ces difficultés rencontrées dans ce processus de vote. Et il y a ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante qui dit que, justement, le président de la CENI qui informe les électeurs des communes de Yalbo, Kelbo et Solé que pour des raisons de force majeure, ça a été signifié justement dans le code électoral, les bureaux de vote des dites localités ouvriront avec un léger retard. Il y a eu justement quelques dysfonctionnements comme ça. Oui. Moi, je pense que la classe politique, ici, il faut indexer toute la classe politique, aurait dû prendre une décision ferme et définitive sur cette question de sécurité et d'élection. Par exemple, dans les zones qui sont sujettes aux attaques terroristes, je prends l'exemple de Djibo. Il aurait été plus sage, à mon sens, de réduire l'espace qu'on allait couvrir avec les bureaux de vote et s'en tenir au centre-ville où on aurait pu concentrer les électeurs enrôlés. Surtout que l'on sait que dans les petits villages alentours, dans l'immédiate proximité de Djibo, il n'y a plus personne. Donc on aurait très bien pu concentrer les votes à ce niveau-là. Donc dans les zones qui sont couvertes par le terrorisme, le nord, enfin le Sahel je veux dire, et l'est notamment, on aurait pu donc procéder à ces concentrations dans les grandes localités, Fada, Machakwali, Bogandé, Kompienga, etc., etc. Et ça allait être plus sérieux pour avoir des résultats conformes. En ce moment, on aurait demandé aux quelques électeurs qui restaient dans les zones isolées de rejoindre les centres-villes et puis de procéder à l'élection. Et ça avait nécessité un accord de toute la classe politique, au-delà de la commission électorale même, pour pouvoir avoir cette décision-là. Malheureusement, les gens peut-être ont laissé, en pensant que, comme les partis sont représentés au niveau de la commission, et qu'ils allaient faire ce travail-là, malheureusement, aujourd'hui, on constate que beaucoup n'a pas été fait. Beaucoup n'a pas été fait. Apparemment, la CENI travaille aussi sur la base de rapports de la commission sécuritaire, justement. Oui, mais justement, il faudrait éviter de changer de décision par rapport à des zones. Une zone qui est sujette à des attaques depuis 2017, 2018, 2019, 2020, il est fort probable qu'il puisse y avoir une attaque le jour de l'élection.
Donc c'est bon de prévoir et d'anticiper et ne pas inscrire cette localité dans les zones où on pourrait voter. En se disant que bon, peut-être depuis 3 semaines, il n'y a pas eu d'attaque, peut-être bien que le 22 novembre, il n'y aurait pas d'attaque, c'est très risqué. Donc le lendemain, on a ouvert des bureaux de vote à la Konfienga et personne n'est venu parce que les populations ont reçu des menaces directes leur disant que le jour où quelqu'un va se rendre, non seulement il peut y avoir des attaques, mais après l'élection, il peut y avoir des représailles. Donc personne n'est allé au bureau de vote. Ça veut dire que c'est des situations qui n'ont pas été suffisamment mesurées, qui n'ont pas été suffisamment pesées par peut-être la commission de sécurité où elle a relayé l'information aux responsables administratifs comme les hauts commissaires ou les maires et qu'ils n'ont pas pris peut-être les choses à la hauteur. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup de mal dans la centralisation des résultats. Vous savez, il y a aujourd'hui les centres communaux de centralisation qui, à la faveur des dernières réformes du code électoral, connaissent maintenant la présence de tous les candidats ou des partis politiques, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ce qui va se passer, lorsque des résultats vont arriver, il va falloir que tous ces acteurs-là au niveau communal soient d'accord qu'on peut prendre en compte ces résultats avant de faire leur mise en commun et de les relayer à Ouagadougou. Donc, il peut y avoir des blocages par endroit où des gens vont estimer qu'à tel endroit, vous dites qu'il y a eu des élections, mais il n'y a pas eu d'élections. Donc, on risque d'avoir déjà des échauffourées dans les commissions, les centres de centralisation déjà, avant même que ça n'arrive à Ouaga avec le contentieux qui est possible. Donc, ça veut dire que cette élection, contrairement à ce que d'aucuns pensent, on ne pourrait pas avoir de proclamation provisoire des résultats très tôt, certainement pas demain, parce que le code électoral, l'article 97, dit que les résultats, ce sont ceux combinés de la centralisation électronique et manuelle. Donc, même si les résultats arrivent électroniquement à Ouaga, au centre, à la CENI, on est obligé d'attendre que les résultats manuels arrivent, qu'on les confronte et qu'il n'y ait pas de discussion et que les commissaires valident avant de les enregistrer comme des résultats valides. Donc, forcément, ça prend du temps. Forcément, il faut compter 2-3 jours maximum, peut-être même 4. Alors, ça va être long comme processus donc, de dépouillement jusqu'à la proclamation des résultats provisoires. Ça va donc prendre du temps. Mais déjà, on sent que le temps commence à monter au niveau des états-majors des partis politiques. Il y a des accusations de part et d'autre. Et ça craint, non, quand même? Oui. J'ai écouté les récriminations des uns et des autres, en particulier les gens de l'opposition. Il ressort 2 éléments importants. Il y a le délai de proclamation des résultats provisoires, que le président de la CENI, la semaine dernière, avait dit qu'il serait en mesure de proclamer le 23, c'est-à-dire demain. Et là, quand on regarde, et j'ai écouté donc le président du CEFOP, quand on regarde l'article 97 qui oblige qu'on confronte les résultats électroniques et les résultats manuels, donc c'est quasiment impossible d'avoir l'ensemble des 368 centres de centralisation dès demain. Parce qu'il faut du temps pour que les véhicules puissent arriver avec les bulletins, les PV, et qu'on puisse les compulser et voir qu'ils ont effectivement les mêmes chiffres que les résultats reçus électroniquement. Donc, il y a ce point qui fait qu'il y a un désaccord entre l'opposition et la CENI qui dit qu'il faut respecter scrupuleusement le code électoral, appliquer l'article 97 avant de parler de publication des résultats provisoires. Le deuxième point, c'est celui donc des fraudes, notamment les supposés votes depuis hier ou avant-hier. On a entendu parler effectivement des gens qui auraient témoigné avoir voté déjà. Ça aussi, l'opposition dit avoir transmis au procureur du Faso les données qui démontrent que les élections ont déjà eu lieu. Moi-même, j'ai vu dans mon quartier, hier, une pile de bulletins de vote, ce qui m'a beaucoup étonné. J'ai essayé de me renseigner auprès de ceux qui les détenaient, mais je n'ai pas pu avoir l'information. Ce qui donne... Ça peut être des bulletins imprimés juste comme ça pour, les spécimens. Voilà, des spécimens. Ce n'était pas des spécimens, c'était des bulletins. J'ai bien regardé là-dessus. Des bulletins. Mais quand on n'a pas voulu me donner d'explication, bon, je n'ai pas insisté non plus. Mais ça donne à conforter que, bon, il se pourrait que
des choses aient eu lieu. Mais il faut préciser sur cet aspect une chose importante. Le code électoral dit que ne sont valables que les bulletins qui ont été paraphés par le président du bureau de vote et l'un des assesseurs. Les présidents des bureaux de vote, on peut les connaître à l'avance, mais on ne peut pas connaître l'assesseur avant le lendemain. Donc c'est le matin, au démarrage des opérations de vote, que le président du bureau de vote paraphe tous les bulletins qui sont dans le bureau de vote. Et c'est sur ces bureaux-là et ces bulletins, c'est sur ces bulletins que les votes vont avoir lieu. Traoré. Traoré, bonsoir. Apparemment, il n'est pas encore en ligne. On va le prendre d'un instant. Apparemment, il y a encore des résultats d'autres bureaux de vote qui sont tombés du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je disais que de la façon dont le code électoral a prévu les choses, en principe, les votes anticipés ne doivent pas avoir de valeur. Ils ne devraient pas influencer les résultats. Parce que si le président du bureau de vote et l'assesseur paraphent les bulletins, au dépouillement, tout bulletin qui n'a pas été paraphé ne peut pas être retenu. Et là, c'est là le rôle des délégués, des candidats. Donc, si vous voyez un bulletin qui n'est pas paraphé par le président et l'assesseur, donc vous demandez que ce bulletin-là soit retiré. Donc, en principe, de la même manière qu'il y a eu des doubles enrôlements ou des enrôlements multiples au moment de l'enrôlement dans le fichier électoral, cette histoire des bulletins de vote aussi ne devrait pas connaître outre mesure d'influence sur les résultats. Thierry Traoré, une fois de plus, bonsoir. Ici, c'est le bureau de vote numéro, s'il vous plaît. Consulat 5. Thierry Traoré, bonsoir. Bonsoir, chef. Apparemment, il y a encore des résultats d'autres bureaux de vote qui sont tombés du côté d'Abidjan. Je suis dans le bureau de vote numéro 5, consulat numéro 5. Oui. Allô? Oui, qu'en est-il bureau de justement vote consulat numéro 5. Il y a eu 330 voix, suffrages exprimés. Sur les 330 suffrages exprimés, vous avez le premier candidat, c'est Souma, qui a eu 1 voix. Ablacé, 3 voix. Zéphirin, 130 voix. Soma, 1 voix. Claude, 0 voix. Edi Kamboigo, 81 voix. Kadre Ouedraogo, 19 voix. Gilbert, 4 voix. La candidate Monique, 0 voix. Farama, 1 voix. Isaac Zida, 0 voix. Rockmac Christian Kaboré, 77 voix. Et enfin le candidat Taïrou, 2 voix. Ça, c'est le bureau consul numéro 5. Je me dirige maintenant dans le bureau consul numéro 2, où le scrutin, le dépouillement est achevé au moment où je vous parle. Dans ce bureau de vote, il y a eu un total de 204 voix. Sur les 204 suffrages exprimés, vous avez le candidat Kamboigo Constance Yacinthe qui a obtenu 71 voix. Farama Segui Ambroise, 0 voix. Ouedraogo Ablacé, 0 voix. Ouedraogo Kadre Désiré, 11 voix. Zida Yakouba Isaac, 3 voix. Diabré Zéphirin, 66 voix. Ouedraogo Gilbert Noël de Bonne Espérance, 6 voix. Kaboré Rockmac Christian, 38 voix. Soma Aboulaye, 0 voix. Kam Yeli Monique, 0 voix. Bari Taïrou, 3 voix. Tassé Bédo Claude Hermé, 1 voix. Donc ça, c'est pour le bureau de vote consul numéro 2. D'accord. Donc il y a 2 à 3 autres bureaux dont le dépouillement doit prendre fin dans les 2 à 5 prochaines minutes. Merci Thierry Traoré. Merci encore. On vous retrouvera donc tout au long de cette nuit électorale. Siaka Koulibaly, donc,
Bureau de vote numéro 2 au consulat, UPC 106 voix, CDP 111, MPP 38. Bureau de vote numéro 5, UPC 140 voix, CDP 81, MPP 77. On a donc les résultats de 3 bureaux de vote du côté d'Abidjan. Voilà. Par exemple, si on prend ces cas, on a les résultats électroniquement, peut-être par exemple par téléphone. Il faut encore attendre que les PV arrivent, qu'on s'assure que les résultats qu'on a reçus sont effectivement ceux qui sont obtenus, avant donc que la CENI ne puisse proclamer. Autrement dit, on peut avoir toutes sortes de résultats qui peuvent circuler sur les zones et il pourrait y avoir des contentieux à n'en pas fini, voire des crises électorales, post-électorales. Donc c'est pour ça que le Code électoral a prévu qu'il y ait le double contrôle des moyens d'acheminement électronique et manuel avant donc de pouvoir procéder. Donc je pense qu'il faudrait que la CENI se conforme à l'article 97 du Code électoral et qu'on ait des élections, des résultats, disons, incontestables et que tous les candidats puissent les accepter. Il revient justement à la CENI donc, de proclamer ces résultats. Déjà, comme je l'ai dit, la tension qui commence à monter, faut-il craindre pour des contestations post-électorales? Donc tout dépendra de la manière dont on va procéder. Il y a eu les dysfonctionnements pour voter, mais apparemment tout le monde sera d'accord que si on a des résultats, comme l'a dit le président de la CENI, si on a 80% des bureaux de vote ou 90% des bureaux de vote qui ont pu finalement être utilisés et que les électeurs ont pu voter, on pense que l'ensemble des acteurs peut accepter ces résultats. Maintenant, il reste qu'on ait ce qu'on appelle la sincérité du vote. C'est-à-dire que ce qui a été exprimé par les électeurs dans les bureaux de vote, dans les urnes, que ce soit ça qui soit proclamé. Et c'est pour ça que cette histoire de centralisation devient très importante aujourd'hui, d'où la levée des boucliers au niveau de l'opposition sur le fait que le président de la CENI ait annoncé qu'il pourrait annoncer les résultats provisoires dès le lendemain. Donc, si on veut éviter des histoires et on veut éviter des problèmes, il vaut mieux se conformer au texte, procéder conformément à ce qui est prévu, et puis tout le monde sera content, y compris les perdants, parce que ça sera sur la base des preuves matérielles que les résultats seront proclamés. On a vu quand même pendant ces 3 semaines de campagne ce travail de préparation psychologique des électeurs ou de l'opinion des Burkinabés tout court. D'un camp, on parle du coup KO et de l'autre, on parle de second tour. On a l'impression que l'ensemble des acteurs, les candidats se sont mis dans une dynamique de préparation psychologique de l'opinion sur le fait qu'il y aura soit un coup KO, soit un second tour. Oui, il faut retenir que les annonces de coup KO, c'est-à-dire victoire au premier tour, visent uniquement à motiver les électeurs à voter utile. Ça signifie que si on sait qu'un candidat va être élu, ça peut pousser les indécis à voter pour lui. C'est pour cela qu'il parle de coup KO. Ça doit être différent d'une annonce des résultats. Parce qu'ils ne donnent pas de chiffres, ils ne disent pas coup KO par tel pourcentage, telle victoire, etc. La question c'est, est-ce que ce n'est pas une façon de préparer les esprits à accepter justement les résultats au premier tour? Il y a de ça. C'est pour ça que lorsque des militants comme ça, pendant une activité de campagne, parlent de ça, ça peut à la rigueur être accepté. Ce qu'il fallait éviter, c'est que les officiels, par exemple des ministres, ne parlent de ça. Parce que ça peut donner une autre connotation à la chose. On peut dire peut-être qu'il a vend donc du préparatif, de fraude, etc. C'est pour ça qu'on pense que les officiels auraient dû s'abstenir de ne pas rentrer dans ce jeu-là. De la même manière qu'on avait dit que pour la pré-campagne également, on devrait empêcher ceux qui détiennent des responsabilités de commencer certaines activités pendant ces temps-là. C'est du même ordre, en réalité. Mais on verra bien si le contentieux porte sur cet aspect des choses ou seulement sur les résultats. Oui. On a vu aussi cette note du procureur sur les dénonciations de cas suspects de fraude, par exemple, oui. De cas présumés. Personnellement, j'ai été très content de ce communiqué du procureur.
qui donne un peu ici un ton pour dire que finalement la justice essaie de jouer sa partition dans le déroulement des élections. Et ce n'est que pour renforcer la crédibilité du vote. Si la justice avait peut-être depuis le début annoncé sa disponibilité à connaître donc des cas de fraude, de manipulation, il y a très longtemps que peut-être on aurait désactivé totalement toutes les entreprises de fraude, par exemple au niveau des enrôlements, etc. Il y a eu l'audit du fichier électoral qui a eu lieu. 1 400 000 à peu près de doublons ont été supprimés. Je pense que c'était une matière pour le procureur de vérifier si c'était des inscriptions frauduleuses ou tout simplement des personnes qui avaient perdu ou garé leur carte électeur et s'étaient inscrites une deuxième fois pour obtenir. Donc on aurait pu vérifier à ce niveau déjà les intentions de fraude ou pas. Donc c'était déjà un travail que le procureur aurait pu faire. Maintenant qu'il annonce ça, ça donne du crédit et beaucoup de gens vont peut-être soumettre les preuves dont elles disposent pour qu'on puisse procéder à des vérifications et établir la réalité. Parce qu'on le sait, dans le passé, il y a eu la mise à contribution des magistrats dans le processus afin que, au moment où le Conseil constitutionnel va plancher sur les recours ou même sur les résultats définitifs, et qu'il y ait donc les retours de ces magistrats pour pouvoir certifier, oui, dans telle zone, il y a eu telle situation, etc. Ce qui donne des éléments au Conseil constitutionnel pour valider ou non les résultats qui seraient mis à sa disposition. Le problème, finalement, de nos processus électoraux aussi, c'est aussi la question même de l'administration électorale. Oui. Parfois, ces soupçons disent si l'administration électorale était débarrassée, justement, donc de caractère partisan aussi, la composition, je vais dire, est-ce que ça ne permet pas donc de régler un certain nombre de problèmes liés à ces soupçons de fraude? Tout à fait. Vous le savez que moi, j'ai été partisan depuis 2015 qu'on passe à un autre modèle donc, de commission électorale, de quitter le modèle partisan pour aller vers le modèle professionnel. Et quand vous regardez les dysfonctionnements qu'on a vus aujourd'hui, c'est le modèle de CENI que nous avons qui donne lieu à ces dysfonctionnements. Pourquoi? Parce que les membres de la commission qui sont là aujourd'hui sont désignés pour 5 ans. Bon, on vient d'avoir des élections, c'est la première élection qu'ils ont organisée. Ils vont avoir des leçons de cette organisation. Par exemple, l'acheminement des matériels, la formation des personnels du bureau de vote, la surveillance des élections le jour-là, etc., etc. Cette expérience, on va renouveler cette commission dans 1 an. La plupart peuvent ne plus être là. On va avoir de nouvelles personnes qui, quand ils vont organiser l'élection prochaine, ne sauront pas tout ce qui s'est passé en 2020. Donc, un perpétuel recommencement, d'où les dysfonctionnements que nous avons à l'heure actuelle. C'est pour ça que moi je prône qu'on ait une administration électorale autonome qui soit composée de professionnels recrutés selon leurs compétences et leur probité, leur honnêteté. À ce moment, on aurait une CENI professionnelle, une administration électorale autonome qui va capitaliser toutes les expériences d'organisation, de déploiement, de décentralisation, etc., etc. Et à côté de cette commission électorale, on aurait une chambre de contrôle composée maintenant des partis politiques qui vont vérifier chaque étape et s'assurer que c'est conforme à ce qu'ils veulent. Le modèle que nous avons, en plus du fait qu'on ne capitalise pas l'expérience, il pose aussi un problème juridique de conflit d'intérêts. Vous avez des représentants des partis politiques qui sont en même temps compétiteurs. Donc, vous désignez un commissaire de la CENI, par exemple, désigné par le parti ADF-RDA ou CDP. On le désigne pour aller superviser l'élection au plateau central. Il va mettre le soin qu'il faut, mais il ne peut pas garantir que les résultats ou l'organisation des élections soient favorables à son parti dans les cascades. Et tout ce que nous avons constaté aujourd'hui comme dysfonctionnement, c'est fait malgré la présence des délégués de l'opposition dans la commission. Donc, ça veut dire que leur présence, en réalité, ne sert à rien. Puisque malgré leur présence, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Donc, il faut réfléchir à ce modèle-là. Si on veut des élections crédibles qui renforcent la démocratie, la confiance entre l'électeur et le système, et qu'il y ait moins de conflits après les élections, il faut forcément passer à un autre modèle. Voilà.
Empreinte verte et élection, que dit le programme des candidats à la présidentielle sur le sujet environnemental? Reportage. Les programmes des candidats à la présidentielle du 22 novembre 2020 passaient à l'examen de la problématique environnementale. Ainsi, les contenus de ces programmes ou projets de société ont été passés au peigne fin sous le prisme de l'économie verte et de l'environnement. C'est une étude rendue possible par la CONAGEC, le CESAO-AI et le GRAD à Burkina à travers le concept empreinte verte. À l'examen de ces projets, la conclusion est implacable. Aucun programme ne se met au niveau des exigences d'une politique verte efficace. Donc, de façon générale, il faut dire que si l'on va aller à un stade avancé où on trouve des programmes très clairs qui définissent l'objet promis à transformer au niveau de l'économie vers l'environnement, qui définissent de manière très claire les moyens de mise en œuvre mais également les financements, on ne trouve aucun programme. Donc vous avez vu, nous avons 4 niveaux d'appréciation, dont le niveau avancé. Et là, aucun programme n'a atteint malheureusement ce niveau-là. Si les programmes restent flous là-dessus, ça va continuer et ce n'est pas du tout intéressant. Si ces programmes ne sont pas à un niveau élevé, il ne devient pas moins vrai que certains s'en rapprochent. Du reste, les observations menées à l'issue de l'étude permettent de dresser le tableau des bons et des mauvais élèves en matière de prise en compte de la question de l'économie verte dans les programmes. De façon générale, donc, on retrouve les programmes de parti de Cadre Désiré Ouedraogo. Vous avez également le programme du MRB. Vous avez aussi le programme du MPP qui sont relativement bien classés. Vous avez suivi au niveau de la prise en compte de la question de l'économie verte et de l'environnement. En tant que mauvais élève, vous avez généralement au PAB Burkina, je pense, vous avez Vision, les MCR et les MPS qui se retrouvent très souvent dans la partie donc, des programmes qui sont jugés latents. Donc les programmes latents, c'est ceux qui vraiment abordent très sommairement. Nous, on dit on trouve des traces de la question dans le programme. Malgré l'appréciation plutôt positive que la CONAGEC, le CESAO-AI et le GRAD à Burkina font du programme de certains partis, la contextualisation de l'économie verte dans nos États reste à améliorer. Ces programmes, s'ils sont encouragés, ne sont pas forcément en adéquation avec les réalités locales. Et de façon générale, pour moi, il faut davantage les adapter. Ça reste à un niveau très élitiste et pas très connecté à nos réalités. J'ai donné quelques exemples tout à l'heure. Si vous voulez faire des investissements verts, et c'est connu aujourd'hui, par exemple dans l'aménagement du territoire, tel que défini par l'Union européenne, les États-Unis, vous ne pouvez pas parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Par contre, nous pouvons réfléchir à une autre manière de le faire. La question de l'environnement et de l'économie verte est en passe de prendre une place de plus en plus optimale dans la marche et les projets de société au Burkina Faso. S'il reste tout de même beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre un niveau satisfaisant, il faudra réfléchir davantage avec une approche intégratiste des réalités locales. Et voilà. Le vote Seka Koulibaly, c'est terminé, la campagne s'est terminée. Les regards, on dira, sont désormais tournés vers l'institution de Newton Ahmed Bari pour les résultats. C'est bien ça? Oui. Et on l'espère que les choses vont se passer en toute transparence et dans un climat apaisé. Parce que là, il y a de quoi aussi s'inquiéter. Bon, je pense qu'avec les différentes interpellations, tout va rentrer dans l'ordre parce que jusque-là, chaque fois que l'opposition a donné de la voix, elle a été entendue. On se rappelle cette question de l'audit du fichier électoral. La CENI n'a pas eu de difficulté à mettre l'audit en œuvre. Il y a eu aussi la question donc du déploiement donc, des bureaux dans certaines localités pour des raisons d'insécurité. Enfin, le non-déploiement dans certaines zones également, qui a été remonté des commissions électorales délocalisées vers le centre. Et c'est ça qui a permis donc de tenir le fichier des bureaux de vote. Donc je crois que jusque-là, le dialogue entre les acteurs politiques et la CENI se déroule assez bien. Et que même la dernière interpellation, celle sur le délai de publication des résultats provisoires, va être respectée également, parce qu'elle se base sur le code électoral. Donc, à mon avis, il ne devrait pas y avoir de difficultés à ce que la CENI se conforme
à ce que prévoit le code électoral et finalement, on n'aura pas tellement d'éléments pour se plaindre au niveau des élections, de l'élection présidentielle. Il va rester les élections législatives où le contentieux peut intégrer donc ces dysfonctionnements qu'on a pu constater. L'ouverture des bureaux de vote tardifs dans certaines zones peut handicaper certains candidats et d'autres peuvent être favorisés à cause de ça. Et ça, on peut peut-être porter ça au niveau du contentieux électoral. Mais ce sont deux situations différentes. On pense que l'élection présidentielle peut donner des résultats peut-être plus rapides que ceux des élections législatives, parce que le contentieux n'est pas le même. Et on verra à la fin que finalement, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. L'enjeu, finalement, il est surtout où, le suspense? À la présidentielle ou aux législatives? Ou les deux? Les deux. Il faut voir que les deux, parce que, à mon avis, les résultats de la présidentielle sont assez globaux. Et quand on a les agrégats, on peut donc faire un pourcentage et voir que c'est un pourcentage très proche de la maximale. Et ça peut permettre une proclamation provisoire. Au niveau des législatives, les enjeux sont plus élevés parce que les candidats sont très proches des résultats. Ils vont assister au dépouillement et c'est peut-être parce que c'est au Burkina Faso, je trouve que la classe politique n'est pas suffisamment outillée pour un suivi réel des résultats. Autrement dit, l'élection législative, c'est la plus facile en fait à suivre puisque le nombre de circonscriptions est plus limité. Et un candidat à l'élection législative doit être en mesure de connaître tous les bureaux de vote de sa circonscription, de s'assurer que les élections ont eu lieu dans tous ces bureaux de vote et surtout d'avoir des représentants dans tous ces bureaux et recevoir le plus tôt possible ces résultats. Donc, normalement, pour les législatives, chaque candidat devrait avoir ses résultats dès demain matin. Autour de 10 heures, il devrait peut-être centraliser ses résultats. Même si ils ne sont pas officiels, les résultats, lui, il doit savoir à peu près si... Il ira là. Voilà, exactement. Donc, en fait, je pense que dans l'ensemble, tout va bien se passer. On espère donc que tout va bien se passer. Il est 20h30. Et dans exactement 30 minutes, nous serons du côté du grand studio de la télévision BF1, mais pas que, nous serons également du côté de la salle de conférence de Ouaga 2000, le centre de compilation de la Commission électorale nationale indépendante, mais également en duplex dans les QG des partis politiques, notamment des candidats à la présidentielle. C'est donc une soirée électorale, une nuit électorale qui s'annonce intense avec beaucoup d'invités qui vont sans que se succéder sur nos différents plateaux. Nos équipes sont déjà mobilisées, sont sur le terrain et les présentateurs sont déjà au maquillage. Tout à l'heure, donc, dans 30 minutes, c'est la nuit électorale qui démarre sur BF1 jusqu'à demain. Donc, 23 novembre, vous serez en tout cas suffisamment servis. Tous les résultats, toute la nuit, vous les aurez chez nous. Merci de nous avoir suivis. Restez donc avec nous tout à l'heure, dans 30 minutes exactement, pour la nuit électorale. Siaka Koulibaly, merci. On vous retrouvera tout à l'heure sur le plateau justement de la nuit électorale. Merci. Avec d'autres analyses, mais aussi les représentants des partis politiques, des entretiens, mais parfois, par moments, des débats avec donc des acteurs partisans sur nos plateaux. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.